Bonjour à tous. Monsieur Benamar, juste pour vous informer que le partage du live sera aussi partagé sur le réseau social de l'université, sur Facebook. Super, ok. Merci à tous les intervenants. Merci. C'est noté. Jessica, c'est bon, on peut partir? 2 secondes. Oui. Parfait. Chères auditrices, chers auditeurs, chers panélistes, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce plateau virtuel pour débattre d'une thématique d'actualité qui est l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci dans sa relation avec l'enseignement, et plus particulièrement l'enseignement supérieur dans ses deux segments, la formation initiale et surtout la formation continue. Je voudrais préciser que cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement de l'Université internationale de Casablanca de son nouveau Global MBA en Impact Entrepreneurship et Management, conjointement avec ses partenaires E4 Impact et l'Université catholique de Milan. Il s'agit très brièvement d'un MBA qui s'articule sur une pédagogie très innovante et s'appuyant sur un écosystème de plus de 17 universités africaines, incubateurs, coachs et investisseurs. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de choisir comme thème l'entrepreneuriat ou la dynamique entrepreneuriale vers un nouveau modèle d'enseignement. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité des panélistes de renom. Permettez-moi donc de vous les introduire. Et donc d'abord, en guise d'hospitalité marocaine, donc je me ferai le plaisir d'introduire notre premier panéliste, M. Franco Veroni. M. Veroni est un consultant, il est consultant d'entreprise, il est entrepreneur et investisseur. Il enseigne dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne dans le cadre de ce MBA en entrepreneuriat. Je voudrais également introduire Mehdi Alaoui, qui est président fondateur de la Startup Factory. Il est business angel, il est entrepreneur. C'est une personnalité, je pense, qui s'est introduite dans tous les foyers marocains à travers sa participation dans l'émission. Et si vous voulez investir dans mon projet sur des missions qui passent sur 2M, il est actif aussi bien sur le Maroc que sur l'Afrique subsaharienne. Je voudrais également introduire M. Mohsin El-Khdissi, qui est professeur universitaire, il est entrepreneur, il est également consultant dans le domaine de la technologie. Lui aussi, il est actif dans le domaine de l'entrepreneuriat, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Lui aussi, on le voit donc à travers l'émission TV, venir investir dans mon projet sur 2M. Donc c'est une action citoyenne pour laquelle nous tenons à remercier donc nos deux panélistes. Je tiens également à préciser qu'il y a un autre intervenant panéliste représenté par tous nos auditrices et auditeurs que je considère également comme des panélistes puisqu'ils partagent avec nous aussi leur expérience donc, et leurs enseignements qu'ils peuvent partager avec nous s'ils ont des questions. Aussi, il y a moi également, Saïd Benamar, donc je dirige la formation exécutive, donc je suis également expert en sciences de l'éducation. Par rapport à l'entrepreneuriat, donc c'est un thème qui m'interpelle puisque ce fut l'objet de ma thèse de recherche doctorale. Voilà. Alors, chers panélistes, donc je pense dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est de très brièvement de situer la problématique dans le cadre d'un édito qui va représenter le point de départ de notre débat et de nos discussions. Donc, je vais très vite le lire. Alors, la thématique, c'est dynamique entrepreneuriale vers un nouveau modèle d'enseignement. Alors, les challenges économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui deviennent de plus en plus complexes, s'accentuent et s'allient avec la crise Covid pour nous donner du fil à retordre. Nous sommes plus que jamais dans le besoin de former une nouvelle génération de lead entrepreneurs équipés d'idées innovantes, de mindset entreprenant et capacité à diriger et à influencer positivement autrui en vue de transformer notre monde pour un bien-être impactant et durable. Cet objectif ne peut être atteint que grâce, parmi d'autres,
à un système d'enseignement supérieur entreprenant et préparant les apprenants et étudiants à devenir des leads d'entrepreneurs. Des recherches ont démontré que les pays qui connaissent un fort développement de création d'entreprises et de création de la valeur, comme les USA, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, parmi d'autres pays, bien sûr, disposent d'un système d'enseignement supérieur dans lequel l'entrepreneuriat fait partie intégrante du curriculum de l'établissement. Quelques pays de l'Afrique subsaharienne, comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou le Ghana, pour ne citer que cela, font de l'enseignement de l'entrepreneuriat une politique gouvernementale. Au Maroc et en Afrique en général, peu de recherches sont disponibles sur la dynamique entrepreneuriale et encore moins sur l'enseignement à l'entrepreneuriat. Les initiatives prises par les écoles et universités pour former à l'entrepreneuriat prennent la forme d'activités extracurriculaires en marge du curriculum de base. Un gap dans l'écosystème éducatif qui se voit comblé par des initiatives réalisées par des associations et organisations, citant à titre d'exemple l'émission TV que je viens de citer, Qui veut investir dans mon projet, ou l'association organisation 212 Founders de Invest in Project de la CDG, pour ne citer que celle-ci. Quand bien même ces initiatives sont inspirantes, elles ne suffisent pas pour produire la transformation d'impact d'envergure escomptée. Par ailleurs, ces recherches révèlent que malgré les efforts pédagogiques des universités à ce niveau, peu de lauréats passent à l'action entrepreneuriale de créer une start-up. Et la majorité de ceux qui décident de franchir le pas ne font pas durer leur entreprise ou leur activité d'entreprise. Les raisons, bien sûr, sont multiples. D'ailleurs, ces mêmes recherches remettent en cause le caractère prescriptif et presque figé des curriculums adoptés par nos écoles et citent différentes contraintes liées à la stratégie des établissements universitaires, à l'organisation et aux compétences des formateurs, appelant à repenser l'enseignement à l'entrepreneuriat dans notre système de l'enseignement supérieur. Le but de ce webinaire sera d'évaluer l'état des lieux de notre système d'enseignement à l'entrepreneuriat et d'explorer l'utilisation des initiatives d'apprentissage de l'entrepreneuriat dans nos universités et établissements académiques pour promouvoir ce profil de ce qu'on peut appeler de lead entrepreneur d'aujourd'hui. Les questions qui seront posées porteront aussi sur l'efficacité des stratégies d'apprentissage de l'entrepreneuriat dans la promotion de l'emploi et création des startups des étudiants et professionnels et sur les obstacles à leur mise en œuvre dans nos établissements. Donc, voici très brièvement, en résumé, donc si vous voulez, une problématique que j'ai pu résumer. Et là, je vous parle bien évidemment sous le contrôle de toute une communauté scientifique qui a bien évidemment écrit et rédigé et s'est statué sur la problématique de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans notre système éducatif. Alors, très vite, messieurs, je voudrais tout d'abord demander peut-être à Si Mehdi Alaoui. Donc, très vite, par rapport à ces éditos, première impression, est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être résumé dans cet édito? Bonjour Saïd, bonjour à vous tous. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur et privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, j'ai deux réponses, une réponse très courte et une autre réponse un peu plus longue. La réponse courte, oui, 100% d'accord. La réponse un peu plus longue, en fait, en réalité, c'est une problématique qui a plusieurs dimensions et créer en fait un écosystème favorable est quelque chose d'extrêmement difficile et c'est une conséquence à, je dirais, des années et des années de travaux. Je pense que le Maroc est dans le bon chemin. Est-ce qu'il est à la bonne vitesse de croisière? Non. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Les différents types de problématiques, on va dire, comme je disais tout à l'heure, sont multidimensionnels. Et si on ne prenait que celle, effectivement, ce que vous avez dit est vrai. On va dire, peu d'étudiants en fait créent des entreprises et ces entreprises meurent assez rapidement. Ceci dit, dans le monde entier, le taux d'échec de la start-up est de 90%. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La start-up est une type d'entreprise très particulière. D'abord, elle est innovante et deux, elle a une capacité de scalabilité très, très importante.
souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que, on va dire, on a très peu qui réussissent, beaucoup qui se transforment en TPE. Donc, c'est aussi très bien parce qu'ils créent leur emploi, ils créent de l'emploi autour d'eux. Et ceux, en fait, qui abandonnent l'entreprise, finalement, en fait, profitent d'une deuxième formation après celle de l'université, qui est la formation de l'école de la vie, et leur permet d'augmenter leur taux d'employabilité sur le terrain. Alors, je pense qu'à travers cette discussion, on va avoir l'occasion et l'opportunité d'aller, je dirais… Tout à fait. Tout à fait. Alors, Monsieur Véroni, votre réaction par rapport à cet édito? Merci, c'est Mehdi. Oui, première chose, merci à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous, surtout parce que j'aime beaucoup le Maroc. J'ai eu la chance de venir dans votre pays, je trouve magnifique, très accueillante. Alors, c'est-à-dire que c'est un plaisir pour moi de partager avec vous un peu de mon expérience. J'ai passé beaucoup de temps dans différents endroits, différentes industries. J'ai travaillé dans de grandes sociétés et des multinationales à Paris, à Londres, etc. Mais les dernières années, moi, je suis passionné à aider les jeunes entrepreneurs à réaliser des projets de leur vie, des projets de leur business. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus la chance de pouvoir développer de nouvelles activités parce que d'une certaine manière, je parle aussi de l'expérience de l'Italie, la pandémie nous a obligés à augmenter d'une façon dramatique la vitesse et la capacité de réaction à tout ce qui était le développement du contexte extérieur, du marché, etc. Dans les 2 années qu'on a vues, on a eu des situations paradoxales en Italie. On a eu la chute de certains business qui étaient complètement détruits par la pandémie. Pensez tous les gens qui avaient des activités retail, des restaurants, de sport, de gym, etc. Mais par contre, on a vu l'explosion de toutes autres activités, surtout des nouvelles activités liées à la digitalisation, liées à la nécessité de rendre des services et de satisfaire des besoins qui n'existaient auparavant. Je prends de grandes villes comme à Milan, on a vu la transformation de certains restaurants qui étaient des restaurants typiques et les gens allaient là manger la cuisine italienne traditionnelle. Bon, ces gens-là, ils se sont transformés tout d'un coup de sociétés de livraison à domicile parce que les gens ne pouvaient pas sortir de leur maison. Et les gens qui étaient là depuis longtemps, ils ont commencé à développer des autres services. Ils ont commencé à développer des services de livraison, ils ont commencé à créer des réseaux à travers de petits agriculteurs, parce qu'on ne pouvait pas faire de transport. L'Italie est très longue, c'est 2000 km entre Milan et la Sicile. Mais bon, ils ont commencé à développer tout des business de proximité. Alors ça, c'est important de voir que tous les jours, dès qu'on a même des situations catastrophiques comme la pandémie, il faut regarder le verre à moitié plein, pas vide. Et j'ai vu, heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont jetés à faire des nouvelles activités. Et c'est l'esprit de jeunes qui aujourd'hui aide l'Italie à sortir. On a eu l'année dernière plus que 10 000, 12 000 nouvelles startups. Ça, c'est très important, c'est-à-dire c'est l'attitude des gens qui réagissent à des situations. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, la formation et le cadre supérieur, c'est absolument incontournable pour donner, disons, des pistes de réflexion, donner des outils aux gens, parce qu'ils puissent vraiment passer à la phase entrepreneuriale. Ok, je pense que je pense qu'on va s'inscrire dans une dynamique de changement permanent à l'avenir. Et l'avenir devient de plus en plus incertain. Donc, je pense que l'enseignement à tirer, bon, en tant qu'université, école, etc., académicien, entre guillemets, c'est de tirer des enseignements de cette crise et de préparer également l'avenir. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour essayer d'aider si vous voulez, les écoles et les universités notamment
l'enseignement supérieur pour aider ces écoles-là à préparer les jeunes pour un futur incertain dans l'avenir. Alors, j'ai une petite question, peut-être qui pourrait nous aider à approfondir donc, nos discussions. Chaque fois que nous voulons former quelqu'un, un profil, par exemple, un métier d'ingénieur, ou ingénieur, médecin, etc., il y a toujours un objectif final. Et là, aujourd'hui, on parle de, notre objectif, c'est de former un entrepreneur. C'est ça, un entrepreneur ou un lead entrepreneur. Alors, la question que je voudrais vous poser, au regard de votre expérience, des personnes que vous avez vues réussir ou échouer, quel est, selon vous, le profil de ce lead entrepreneur? Quelles sont les qualités qu'il devrait avoir? Quel est le profil de ce lead entrepreneur que nous devrions tous, c'est-à-dire former? Donc, pour se prévaloir ce type de lead entrepreneur, quel serait donc son profil? Je peux répondre? Oui, allez-y, allez-y. Allez. Alors, disons qu'il y a deux, trois caractéristiques spécifiques. La première, comme vous disiez, c'est absolument la capacité de voir et de regarder le changement comme un processus qui va continuer. Il ne faut pas avoir peur de changer d'avis par rapport à ce que nous allons mettre en place dans le marché, et il ne faut pas avoir peur même des échecs, parce qu'il faut apprendre aussi et il faut essayer et regarder comment ça se passait et avoir du feedback pour être capable de changer. C'est-à-dire, la première dot que j'ai vue dans les entrepreneurs, c'est première chose, une vision. Il faut que les gens aient une vision d'un business, d'un projet, d'un rêve, mais il faut avoir une vision entrepreneuriale. Deuxième, c'est la capacité de le mettre en place. C'est-à-dire, il faut faire des études intelligentes, c'est-à-dire, il ne faut pas se jeter dans la mer sans avoir appris à neiger avant. Mais troisième, il faut être capable de prendre en compte aussi le feedback dans le cas d'échec. Et il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause. C'est-à-dire, cette typologie de flexibilité et d'attitude à réagir d'une façon interactive avec l'ambiance, l'environnement, c'est quelque chose de très important. C'est ça que j'ai vu. C'est-à-dire la patience et la capacité d'apprendre pour ces échecs. Ok. C'est Mehdi. Vous qui côtoyez les entrepreneurs, les jeunes, vous les accompagnez, vous les voyez, comme je dis, réussir, échouer, etc. Selon vous, quel est le profil, disons, idéal, le bon profil d'un entrepreneur? En complément de ce qui vient d'être dit, moi, je vais plus axer sur la partie soft skills. Et je mettrai en avant, en fait, deux caractéristiques hyper importantes qui sont la persévérance et la résilience. Et je vais prendre un exemple que j'adore prendre d'habitude, c'est le fameux dessin animé Bip Bip Coyote, dans lequel on a effectivement donc un coyote qui court derrière voilà, en fait, le Bip Bip pour pouvoir l'attraper. Et ce coyote, en fait, c'est lui l'entrepreneur. Et cet entrepreneur, il va avoir en fait tout un ensemble d'obstacles à sauter tous les jours. Il va avoir des misères. Des fois, le train va l'aplatir. Des fois, il y aura une bombe qui va lui exploser, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dessin animé montre ce qu'on appelle la persévérance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est tombé qu'il ne peut pas se lever. Et à chaque fois, il se relève avec, je dirais, une nouvelle idée pour atteindre son objectif. Et c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la start-up, se relever pour pivoter, pour ajuster, adapter, changer d'approche, changer de prisme pour trouver ce qu'on appelle le market fit, c'est-à-dire et répondre à un besoin dont le marché a vraiment besoin, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et la résilience est aussi extrêmement importante parce qu'à chaque fois que l'entrepreneur, en fait, il tombe, il doit se relever plus fort et plus déterminé pour continuer le chemin. Et c'est vraiment ça l'histoire de l'entrepreneur et aussi de ce dessin animé, parce qu'à la fin, dans le dernier épisode, ce coyote finit par attraper le Bibi
Et il se pose une question très, très simple. Et maintenant que j'ai attrapé le bip-bip, j'ai attrapé cette success story, ben, qu'est-ce que je vais faire? Et il va recommencer avec de nouveaux objectifs pour continuer son aventure. Parfait. C'est Mohsin, vous êtes avec nous. C'est Mohsin. C'est Mohsin. Je pense c'est mutez votre, voilà, activez le micro. C'est Mohsin, vous êtes avec nous? Bon, alors je voudrais, en attendant que c'est Mohsin nous rejoigne, la question qui suit immédiatement, c'est que, certes, aujourd'hui, bon, vous avez parlé des soft skills, vous avez une idée sur le profil, mais là, moi, en tant que, disons que pédagogue, en tant qu'enseignant, ou en tant que chercheur, je me pose la question suivante. Souvent, cette question est souvent posée. Est-ce que l'entrepreneuriat est enseignable? Est-ce qu'on peut l'enseigner? Alors, lorsque je dis enseigner, je voudrais juste intégrer la donne de la massification. Parce que c'est vrai, des fois, on peut avoir des cas de former quelques entrepreneurs par-ci, par-là, ou centaines, ou 200, ou 300, mais l'idée, c'est lorsque l'on veut changer une nation, je pense qu'il va falloir, vous voyez, des solutions, des actions d'envergure. Et lorsqu'on a un système d'enseignement, on est dans la masse. La question que je me pose, comme je l'ai signalé au début de ce webinaire, il y a énormément de pays qui ont fait une politique de leur gouvernement. Alors la question, selon vous, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est un attribut qu'on peut enseigner dans nos écoles et dans nos universités? C'est Saïd, est-ce que je peux me permettre? Oui, bienvenue, c'est Wassim, ça va? Un plaisir de vous retrouver les panélistes. Également. Vous pouvez réagir par rapport aux premières questions. On a posé 2-3 questions, donc vous pouvez réagir. Également. Alors, sur la question des caractéristiques ou les qualités que doit avoir un entrepreneur, moi je rejoins parfaitement ce qu'a dit Franco et Mehdi, mais j'ajouterais peut-être 2 ou 3 autres choses. La première pour moi, c'est la passion. C'est la passion, peut-être ça a été dit, mais c'est très, très important que la personne soit passionnée par ce qu'il fait. Au-delà de chercher, bien sûr, le gain, ce qui est important, et au-delà de la compétence qu'il a ou du vécu ou de l'expérience qu'il a. Un deuxième point que je trouve essentiel dans chaque entrepreneur, c'est la capacité à bien s'entourer. Et ça, c'est fondamental pour réussir. Les gens qui réussissent souvent sont bien entourés, ils savent par qui s'entourer. Et en fait, cette bonne fréquentation, j'allais dire, c'est quelque chose qui permet de garantir ce qu'a dit tout à l'heure Mehdi en termes de persévérance, de résilience. Plus on est entouré par des gens qui sont persévérants, résilients, qui vont toujours surmonter des difficultés et les échecs, plus on a la capacité justement de faire de même. Et puis la troisième des choses qui également est importante, c'est cette capacité à traduire la vision en exécution. Donc voilà 2 choses, et effectivement ça rejoint ce qu'a dit Franco tout à l'heure. On peut avoir une très bonne vision, mais une mauvaise exécution, il faut avoir un équilibre entre les deux. Peut-être je laisserai la réponse à la deuxième question après avoir entendu Mehdi et Franco. Parfait. Merci Mohsin, ton intervention enchaîne parfaitement avec les interventions de Mehdi et Franco, surtout par rapport à la passion, parce qu'effectivement, la passion, elle nous donne de l'énergie qui alimente aussi la résilience, présentée dite par Mehdi. Donc, la passion, effectivement, c'est un, je dirais, prérequisite pour réussir en tant qu'entrepreneur. Alors, donc, la question que j'ai posée, est-ce que l'entrepreneuriat est enseignable? Est-ce qu'on peut enseigner l'entrepreneuriat, bien évidemment, en tenant en considération ce que vous venez de citer comme profiling de cet entrepreneur? Alors, à mon avis, la réponse est oui.
Et la réponse est oui. Disons qu'il faut avoir une certaine attitude, comme disait Mehdi, et il faut avoir quelqu'un qui a déjà certaines caractéristiques personnelles. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de faire une chose. Il n'a pas seulement la passion, mais la résilience de se prendre en face, non, dans la gueule, tout ce qui va se passer. Même les échecs, même les difficultés, même on n'a pas d'argent, mais on insiste, on continue. Mais surtout, on peut l'enseigner dans la mesure qu'on va à donner des moyennes de comment on peut interpréter la réalité. Je vais donner un exemple. Quand j'étais jeune, il y a quand même maintenant 30 ans, 40 ans, dans des grandes multinationales, qu'est-ce qui était, je un MBA de l'université à Milan, c'était quoi? La gestion stratégique de l'entreprise. C'était la capacité de préparer le plan à 5 ans, un peu sur la base de moyen terme. La stratégie était liée à la capacité de prévoir, de projeter l'entreprise dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. On faisait 2 mois d'analyse du marché, les produits devaient être parfaits. On faisait des tests dans de différents pays avant d'introduire une innovation. On avait des business plans à 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils étaient épais comme ça. 10 cm de papier, d'analyse, de calcul, etc. Bon, ça, aujourd'hui, c'est hors de question de le faire parce que la vitesse dont l'environnement change, le marché change, à part la pandémie, ce n'est pas seulement à cause de la pandémie, il y a des transformations incroyables qui vont croiser les industries et que tout ce qui était correct jusqu'à hier, aujourd'hui, il faut complètement changer. Moi, j'ai une expérience assez importante dans le métier de la mode. J'ai passé 20 ans dans le métier de la mode. Aujourd'hui aussi, si vous regardez toutes les chaînes d'approvisionnement, toute la problématique de le lead time, toute la problématique de partir d'un produit qui était peut-être valable pour 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, maintenant, on est arrivé à faire un truc absurde, 8 collections par an. Chaque mois, on sort en collection, on la met dans le magasin, on voit qu'est-ce qui se passe. Alors, ce que je veux dire, aujourd'hui, un entrepreneur, on peut lui apprendre comment aborder la réalité. Et alors déjà, c'est le passage entre le business plan à 5 ans, quand tout est prêt, à une gestion beaucoup plus flexible avec de tools comme le business model Canvas, avec le concept de le minimum viable product. Et après, on essaye. C'est cette capacité de réaction qu'aujourd'hui, on peut l'enseigner parce que va être la chiffre de comment on peut aborder le business. Aujourd'hui, n'importe dans quel business, on ne peut pas imaginer de prendre 6 mois pour réfléchir sur comment on peut faire et 4 mois pour préparer le business plan épais comme ça. Parce que peut-être le monde, il a déjà changé 3 fois. C'est ça. Alors, on peut apprendre une nouvelle méthodologie et surtout disons, de tools de comment on peut interpréter la réalité pour être réactif. C'est ça qui m'intéresse. Merci. OK. Merci beaucoup, Franco. Mehdi. Alors, moi, j'ai envie de répondre à la fois oui et non. Oui, parce que je dirais à l'université, on peut donner des outils et du support aux entrepreneurs pour qu'ils puissent mieux gérer leur entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Et encore plus important que les outils, je dirais que l'université peut jouer le rôle de catalyseur et inspirer en fait les jeunes, je dirais, à entreprendre. Aujourd'hui, vous le savez, il y a le statut de l'entrepreneur étudiant. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, je dirais, c'est un moyen très intéressant qui vient d'être lancé, je pense, milieu de l'année dernière, mais qui n'est pas encore assez utilisé et qui permet, en fait, de mettre l'étudiant dans le bon cadre dès le démarrage. Alors, je reviens sur le côté inspiration. Et bon, nous on l'a vécu, on l'a testé et on l'a implémenté. Il y a plus de 150 hackathons qui ont été faits dans les différentes universités marocaines sur les 6 dernières années.
Et on a vu à quel point, en fait, les jeunes adoraient ce genre, on va dire, d'événements. Bien évidemment, on ne va pas sortir avec une start-up à la fin du hackathon qui dure 36 heures, 48 heures, mais on va stimuler, en fait, l'esprit de l'étudiant pour pouvoir imaginer des choses, sortir de sa zone de confort, travailler en équipe et de palper et toucher à ce monde de l'entrepreneuriat. Donc, voilà, moi je pense vraiment que le rôle de l'université devrait être concentré, si on doit faire plusieurs choses, c'est d'abord inspirer, de implémenter des incubateurs avec le statut étudiant-entrepreneur et aussi apporter des matières et des supports et des outils à ceux qui veulent aller plus loin pour mieux structurer leur aventure et ne pas aller dans tous les sens. Voilà. Merci Mehdi. C'est Mohsin. Alors, Toi, tu es professeur universitaire, donc vous avez un regard sur l'université. Comment vous pouvez nous éclaircir sur ce point? L'université a beaucoup de choses à donner par rapport à l'entrepreneuriat, mais à condition de passer d'un rôle d'enseignement à un rôle d'éducation. Il faut qu'on revienne à la base parce que je crois que d'abord, il faut instiller, distiller, inculquer des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est eux qui permettent de réussir au niveau entrepreneurial. Et l'université a la capacité de le faire. Mais il faut qu'elle soit orientée vers deuxième élément dont l'université dispose et qui est fondamental pour les entreprises et pour l'esprit entrepreneurial et pour l'innovation et la création de start-up, c'est la recherche scientifique. Mais là également à condition qu'elle soit orientée vers ce dont les gens ont vraiment besoin, qu'elle soit également structurée de manière à avoir une certaine autonomie et qu'elle puisse être accompagnée pour le transfert technologique. Donc là également, c'est un rôle fondamental si on veut avoir une économie innovante, si on veut créer des entreprises et avoir des spin-offs comme ce qui existe ailleurs. Ceci dit, des fois, l'enseignement, il peut être contre-productif par rapport à l'innovation et la création entrepreneuriale. Dans beaucoup de cas, on constate que l'éducation tue l'innovation. Et je le dis à contre-cœur, mais c'est souvent la réalité. Parce qu'on enseigne souvent dans une logique où à une question, il y a une seule bonne réponse. On enseigne souvent qu'il y a une manière de faire et une seule manière. Et donc, l'esprit créatif, la capacité à penser outside of the box, elle peut être limitée par l'enseignement. Donc, pour moi, il faut une refonte profonde, structurelle de l'enseignement, de la manière d'enseigner. Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui comme système éducatif, comme système d'enseignement et comme logique pédagogique, elle est née de la révolution industrielle et elle était faite pour sortir des gens qui vont travailler dans des usines. Et donc, il faut qu'on dépasse ce paradigme pour aller vers des paradigmes un peu plus ouverts et qui sont cohérents avec l'information. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est dire que le paradigme actuellement adopté dans le système éducatif je dirais, ne s'aligne pas avec les objectifs de développer donc un entrepreneur avec aussi bien des capacités professionnelles techniques, mais aussi des soft skills qui supportent ces compétences. En réalité, je pense que la difficulté, c'est que dans la réalité, on ne dissocie pas les soft skills des hard skills. Lorsqu'on est entrepreneur, on ne dissocie pas les deux. Tout à l'heure, Mehdi parlait de la résilience, on parlait de la passion, et puis Franco parlait également d'un autre volet lié au business plan, etc. Bon, alors autant c'est beaucoup plus facile de former, d'enseigner les dimensions de knowledge, par exemple tout ce qui est business plan, tout ce qui est etc. Il est aussi très difficile d'enseigner ou de développer les attributs soft chez les participants ou chez les étudiants. Là, c'est la question principale. Ça, juste pour vous challenger. La question aujourd'hui pour les universitaires, ou pour les écoles, c'est qu'on n'arrive pas, ou peut-être on n'ose pas aussi, peut-être une question aussi de courage, on n'ose pas d'aller vers un modèle qui combine les deux en même temps. Par exemple, pourquoi pas, je pose une question, pourquoi ne pas prendre, par exemple, de l'entrepreneuriat comme un exemple ou un cas qui contextualise, contextualise les soft skills tout à l'heure. On parle beaucoup des soft skills, mais on n'arrive jamais à trouver le moyen pour les enseigner. Alors, pourquoi pas, par exemple, prendre l'entrepreneuriat, comme font beaucoup de pays, comme je l'ai dit, comme une politique gouvernementale pour développer l'entrepreneuriat, mais en même temps, un moyen pour contextualiser, lui donner une identité et développer aussi bien, c'est-à-dire la capacité d'innover,
hein, mais aussi c'est-à-dire l'association avec les disciplines, hein, du management, du marketing, de la finance, de la stratégie et autres. Donc voilà la question, si vous voulez. Donc la question, c'est que certes, on peut enseigner, mais on ne garantit jamais les résultats. Il y a toujours, à la sortie, comme disait Mehdi tout à l'heure, il y a toujours une partie de l'écosystème qui va prendre l'étudiant, qui va l'aider pour aller plus loin. Mais l'entreprise, l'université, ne fait pas vraiment son travail. Tout à l'heure, c'est Mohsin aussi parlait de la recherche scientifique. Bon, vous êtes mieux connaisseur que moi, mais je pense que dans le domaine d'entrepreneuriat, il y a des universités qui font beaucoup de spin-offs à partir de la recherche scientifique. Il y a beaucoup d'universités qui sont transformées des mastodontes sur le plan business. Je parle de Google, par exemple, qui est sorti de l'université, HP, etc. Donc, je pense qu'on est un peu loin de ce schéma, si l'on veut vraiment parler de ce qu'on appelle l'entrepreneurship académique. Mais restons juste un peu restons toujours dans le domaine de l'enseignement. Hein. Je reviens toujours dans le domaine de l'enseignement parce que l'objectif pour moi, c'est de comment, hein, à partir de votre expérience, à partir de votre poids comme écosystème, comment aider, encore une fois, et inciter les écoles à oser. C'est un peu le terme. Alors, l'autre question maintenant qui suit, c'est quel pourrait être, au-delà des hackathons qu'on organise, parce que bon, je sais qu'il organise des hackathons et je pense qu'il a l'occasion d'organiser un hackathon ici à l'université de Casablanca. Mais comme je vous l'ai dit, on voudrait bien que ces aspects-là soient partie prenante de notre curriculum, pas en marge de ces curriculums. Alors, selon vous, quelles seraient les pratiques efficaces qu'on pourrait incorporer dans notre système d'enseignement? Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Véronique. Alors, je pense qu'il y a une sorte de territoire qui se situe au milieu entre l'université et la réalité de l'entreprise. Et ce territoire-là, en Italie, on l'a vu, c'est surtout la capacité de créer des centres d'excellence, d'innovation, où les gens peuvent partager des expériences. Ce ne sont pas seulement les incubateurs en sens strict, mais sont même des associations, comme en Italie, on a des espaces de coworking comme Talent Garden, où les gens ils s'associent naturellement, c'est-à-dire ils deviennent des organisations, ce que j'appelle des organisations liquides. Sont des organisations qui vont se mélanger et à travers des expériences, ils peuvent trouver de nouvelles façons d'apprendre. C'est-à-dire, le changement le plus important que j'ai vu par rapport à l'organisation de l'entreprise, nous tous, nous avons dans la tête l'organisation pyramidale, comme disait notre collègue, qui vient de la révolution industrielle, c'est-à-dire c'est la séparation de différentes tâches, c'est la séparation dans différentes fonctions. Tu es un expert dans le domaine administratif, tu es des experts dans le domaine du marketing, tu es expert dans le domaine des ressources humaines. Eh bien, c'est-à-dire, et à la fin, tu avais la pyramide, tu avais une structure hiérarchique. C'est-à-dire, les liens entre les différents niveaux et les liens parmi les différentes compétences étaient très, très structurés. Aujourd'hui, on arrive à ce que j'appelle la politique de la table ronde. Même quand j'étais entrepreneur, je ne suis pas le chef, je suis le leader. Je suis quelqu'un qui apporte une idée et après je demande à mon équipe. Et on est là, tout assis à la même table. On se donne tutoie. Moi, j'étais le président dans une grande société multinationale dans le groupe LVMH à Paris. OK, ça, c'était une façon très structurée. Mais non, on se trouve avec des compétences et moi, je laisse le leadership, même si je suis, disons, le patron de l'entreprise, le leadership à des gens qui sont beaucoup plus évolués que moi dans la digitalisation, dans les nouvelles technologies. Alors, c'est-à-dire, c'est de créer des espaces assez liquides, assez perméables, où on va mettre ensemble les idées, les compétences et des organisations souples. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut enseigner dans le sens d'éviter
les choses dans le passé, c'était 5 années de business plan, l'organisation structurée, le rôle hiérarchique, je suis le président, alors j'ai la veste bleue, la voiture avec le chauffeur, et je donne tutoie seulement à ma secrétaire et basta. Tout le reste, je tiens dehors. C'est un peu ça, c'est une création d'une nouvelle façon d'agir dans le monde. Ok, alors j'ai juste partagé avec vous, parce que nous avons, comme je dis, un 5e panéliste aussi, c'est notre audience. Et là, je me permets de lire quelques interventions. Alors, il y a un participant qui, donc Oumaima, qui nous dit, voilà, je vois pas que l'université est un catalyseur. Au Maroc, nous n'avons pas des modules ou des activités universitaires qui encouragent et développent l'idée d'entrepreneuriat chez les étudiants. La question qui se pose est comment l'université peut semer l'idée d'entrepreneuriat. D'autres nous parlent de différents challenges directement liés au marché réel, c'est-à-dire la connaissance de l'environnement. Vous voyez, donc c'est quelques interventions, d'accord, qui démontrent que notre audience est au courant, donc est sensible à la question de l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, parmi ceux qui échouent, qui n'arrivent pas à aller plus loin dans l'entreprise, ou bien ils ne disposent pas des qualités soft, comme la résilience pour aller plus loin, ou bien qu'ils ne connaissent pas assez bien le marché dans lequel ils vont exercer et vont travailler. D'où la responsabilité, encore une fois, de systèmes, c'est-à-dire curriculaires, qui auraient pu les initier dès le début à connaître, par exemple, un secteur ou, par exemple, un certain nombre d'entreprises qui pourraient éventuellement le préparer à investir dans ce secteur-là, par exemple. OK. Est-ce que vous avez, c'est Mehdi, si vous avez d'autres interventions, peut-être je passe à un autre point. J'avais Oui, juste c'est une Mehdi. réaction Oui, par rapport à l'une des questions qui ont été posées, qui est est-ce qu'on peut apprendre l'innovation, apprendre à être créatif? Oui, effectivement. Moi, j'ai une réponse un peu tordue. En fait, c'est quelque chose qui est inné. Dans innovant, il y a inné. Et en fait, des fois, il faut juste revenir à ses origines. Concrètement, les enfants sont les personnes les plus innovantes et les plus créatives. Et on leur apprend à ne pas être innovant et on leur apprend à ne pas être créatif. Et donc, c'est vraiment des fois juste un retour à l'origine. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des outils, il y a des techniques, c'est vrai, qui permettent à développer la pensée créative et la pensée latérale, différente, et ainsi de suite. Il y a des exercices. Il y a également le jeu. Et j'insiste sur ça. Tant que l'université n'est pas ludique, n'intègre pas le jeu, je vais m'attirer la foudre des professeurs et des enseignants, mais il faut que ça soit ludique. Si ce n'est pas ludique, et je peux vous assurer, moi j'ai essayé des jeux avec des étudiants, c'est extraordinairement créatif, c'est un plaisir. Et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend en jouant et on apprend également ensemble. Il faut que l'université également s'ouvre. Au-delà de créer des pôles, de créer des directions, de créer des je ne sais quoi, des clusters, il faut qu'elle s'ouvre sur son environnement socio-économique. Une université où on a des murs qui entourent les classes, qui entourent les départements, qui entourent les facultés, ne peut jamais être une université tournée vers l'entrepreneuriat et l'innovation. Absolument, absolument. Je pense que cette question revient toujours des programmes, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un paradigme qui est dépassé aujourd'hui. Il faut dire que lorsque l'environnement change, est imprévisible, de l'autre côté, on retrouve des curriculums qui sont là, qui donnent des réponses. On ne peut pas enseigner, comme vous disiez tout à l'heure, Mouhassine, donc des réponses à des questions peut-être qui ne se poseront plus le lendemain. Donc, il faut beaucoup plus être axé encore une fois, sur la méthodologie, sur la méthode, sur le raisonnement, sur le soft skill. Donc, il faut revoir l'ensemble, si vous parlez ensemble, mais disons au moins l'approche, les méthodes pédagogiques utilisées dans nos universités pour déclencher ce changement d'envergure. Je voudrais aller cette fois-ci aller du côté de la formation continue. Nous avons des professionnels qui sont dans le monde de l'entreprise, des professionnels. Alors, l'avantage de ces gens qui sont dans l'entreprise, c'est que d'abord,
ils ont déjà une expertise, une expérience professionnelle dans un secteur, dans une fonction donnée. Et l'autre avantage, peut-être, ils connaissent le secteur ou l'environnement d'affaires dans lequel ils travaillent. Alors, de l'autre côté, moi, j'ai eu l'expérience de côtoyer beaucoup de professionnels qui viennent se former chez nous. C'est des gens qui, au niveau de passion, ce que moi, je les appelle des cellules de compétences dormantes. C'est-à-dire, c'est des professionnels qui sont passionnés, beaucoup d'énergie, mais ils se cherchent l'opportunité. Ils se cherchent l'accompagnement pour sortir du salariat à l'entrepreneuriat. Comment peut-on les aider? C'est une initiative à l'égard de ces professionnels qui sont en entreprise directement. C'est vrai que des fois, on s'intéresse aux jeunes, aux bacheliers qui viennent directement de l'université, mais on a aussi une grande population dans les entreprises qu'il faudrait, je dirais, en prendre conscience et peut-être les aider aussi. Est-ce que vous avez des idées à nous proposer par rapport à ça? Bon, disons que il n'y a pas des exemples spécifiques, mais prenez mon cas. J'étais 30 ans manager dans des grands groupes. J'étais le patron de Kenzo à Paris dans le mode. J'étais le patron à Paris de Roger Vivier, chaussures de luxe. À un moment donné, je me suis dit, non, basta. Je n'ai marre de passer 20 ans, 30 ans dans le luxe, dans le fashion, etc. J'aimerais bien me remettre en cause complètement. Et ce que je fais, je travaille pour E4 Impact. Il faut savoir, E4 Impact, c'est une sorte de spin-off de l'Université catholique à Milan qui s'occupe d'entrepreneuriat. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé le façon de sortir de l'entreprise et de me mettre au milieu entre l'université et l'entreprise, parce que E4 Impact essaye de travailler avec deux entrepreneurs en leur donnant des moyens d'interprétation de la réalité, mais avec des projets spécifiques, c'est-à-dire une fois l'université elle était censée de seulement transmettre des compétences, disons des choses à apprendre. Aujourd'hui, à mon avis, ce qui manque, c'est peut-être que l'université sort avec un incubateur d'idées, pas un incubateur de business, un peu comme E4 Impact, où on va mettre ensemble des professeurs de l'université, des techniciens, des ex-managers, des consultants, et ça va donner un peu la richesse de débat, comme aujourd'hui parmi nous. C'est un peu ça, de comment Parfait. on peut les aider. On peut les aider à travers des sortes de groupes de travail où on partage les expériences, c'est-à-dire ce qu'on appelle de cross-fertilisation parmi différentes industries, parmi différents âges, parmi différentes compétences. C'est ça que je trouve, c'est la richesse. Ok, merci. Mehdi, vous avez une idée? En fait, j'ai beaucoup apprécié, je dirais, les deux interventions que j'ai écoutées en disant bravo de sortir de sa zone de confort et aller faire autre chose. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Mohsin qui parlait justement de créativité innée chez l'enfant, et plus on grandit, plus on fixe les mindsets. Donc, voilà, et je suis complètement d'accord avec pardon, ces deux approches. Ceci dit, je voudrais aussi peut-être apporter un témoignage complémentaire par rapport à ça. Moi-même, voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 20 ans. Et j'ai eu, voilà, enfin, pendant que j'étais étudiant, j'ai monté ma première structure. J'ai eu plusieurs échecs avant d'avoir quelques réussites. Et voilà, en fait, j'ai beaucoup appris sur le terrain. J'étais à l'école, je suis devenu entrepreneur, je suis revenu à l'école pour encore apprendre d'autres choses que je n'avais pas en fait dans mon bagage. Et je pense que quoi qu'en veuille, l'université, comme je disais tout à l'heure, peut donner des outils super intéressants. L'entrepreneur, c'est lui qui doit, enfin, c'est inné en fait. Est-ce qu'il a envie d'y aller ou pas et quel est son combat? Comme disait Mohsin tout à l'heure, ce n'est pas une question d'argent.
on ne fait pas d'entrepreneuriat que pour gagner de l'argent, mais on le fait pour défendre une cause, un why qui vient, on va dire, de l'estomac. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut avoir cette motivation, cette persévérance et cette, je dirais, très, très grande résilience pour réussir. Ce ne sont pas forcément, en fait, les plus intelligents qui réussissent, et ce n'est pas ceux qui vont le plus vite qui réussissent, c'est ceux qui ont, en fait, quelque chose au fond d'eux qui les pousse à se battre. Et c'est important. Bien évidemment, dans ce contexte-là, et je disais au démarrage, c'est un sujet multidimensionnel qui part de l'éducation, du why, des soft skills, des outils qu'on a, de la complémentarité d'une équipe, parce que c'est extrêmement important, du market fit, c'est-à-dire répondre à un vrai besoin, de cette capacité de pivot permanent, du contexte dans lequel on évolue. La même idée avec la même équipe peut réussir peut-être quelque part et pas chez nous. Donc en fait, c'est plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte finalement en fait, pour réussir son aventure entrepreneuriale. C'est surtout une question de contexte. Quels sont mes atouts, mes faiblesses par rapport à plusieurs dimensions qui font qu'on peut réussir ou échouer. C'est Mohsin. Oui, alors, donc je crois que la question de la formation continue que vous avez posée, Saïd, elle est très, très importante. Effectivement, il a un rôle à jouer dans le sens où c'est quelque chose qui se passe après une certaine expérience professionnelle. Donc, ça permet vraiment de revenir peut-être en arrière des fois et de faire du désapprentissage. Parce que Oui. des fois, il est important de désapprendre et c'est aussi important qu'apprendre. Et je crois que la formation continue a un rôle à jouer dans ce sens. Ça permet également de se mettre à jour pour pouvoir avancer. Et voilà, donc je trouve que c'est un rôle qui est fondamental et important. Tout à fait, tout à fait. Je pense que Mehdi, juste pour revenir à ce que disait Mehdi sur la nécessité pour l'université d'offrir des outils, moi je pense aussi que l'université, elle peut aussi créer au sein d'elle-même donc un environnement qui pourrait être aussi, qui peut sortir aussi du classique, hein, du traditionnel, c'est-à-dire un environnement, comment dirais-je, depuis le début, un environnement expérientiel où il y a beaucoup d'expériences et beaucoup d'actions pratiques, pas nécessairement en lien avec l'entrepreneuriat, mais en lien avec plusieurs choses, avec de la recherche-action, avec des actions citoyennes, bien sûr, avec aussi des activités liées, par exemple, au business, etc., sachant bien qu'un jeune passe pratiquement 3 à 5 ans au sein de l'université. Donc, ou bien, pendant ces 5 ans, on arrive à découvrir l'enfant inné dont vous parlez tout à l'heure, donc vous et Mohsin, à travers toutes les actions et les méthodes qui peuvent être innovantes, etc., d'accord, comme je disais tout à l'heure, des méthodes d'action, d'expérience, ou bien en essayant toujours une fois de tuer cette innovation en lui. Parce que, écoutez, lorsque quelqu'un fait un effort, par exemple, une évaluation d'examen, et vous lui donnez un 0 parce qu'il n'a pas réussi un projet, et vous lui donnez une mauvaise note, et vous ne lui donnez pas une chance, deuxième ou troisième chance pour se réconcilier avec soi-même et venir avec une troisième réponse. Est-ce que serions-nous en train de développer de la résilience chez lui? Mais non, on est en train de tuer en lui toute capacité de résilience. Donc, vous savez, le système d'enseignement est un système, à mon avis, qui pourrait vous voyez, être, je dirais, rénové, d'accord, au sein même de l'université pour créer un environnement entreprenant. C'est ça le terme, un environnement innovant, mais entreprenant, qui essaie aussi de travailler sur la personnalité de l'étudiant pendant sa formation. Maintenant, est-ce que tous les étudiants lauréats vont finir par être des entrepreneurs? Nécessairement, non. 50% ou peut-être 20% seront des entrepreneurs avec des startups, mais le reste, au moins, on est sûr qu'une fois en entreprise, ils seront dotés de capacités, des soft skills, d'accord, intrapreneuriales, leur permettant d'innover, etc., le temps d'avoir d'expérience pour sortir, si vous voulez, travailler à leur propre compte. Donc, je pense que la question de l'enseignement d'entrepreneuriat est une question, je dirais, qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et beaucoup d'innovation aussi. N'est-ce pas, Mohsin? Tout à fait, tout à fait. Oui. Je crois que justement, il faut être
il faut être entrepreneur en enseignant l'entrepreneuriat. Il faut vraiment faire preuve d'innovation parce qu'un enseignement classique, la logique, il y a des modules, des matières, de l'évaluation, après… Oui. Il faut intervenir en français parce qu'on a assez… Ah, désolé. Les francophones avec nous. Désolé. En fait, ce que je disais, c'est que en fait, l'enseignement de l'entrepreneuriat, effectivement, doit faire preuve d'entrepreneuriat et d'innovation. Et il faut que cet aspect entrepreneurial, on le voit justement dans cet enseignement. Les pratiques, les méthodes d'enseignement, la pédagogie, les techniques d'évaluation, tout ça, je crois, c'est quelque chose qui est à revoir, à repenser et à structurer de manière à servir les objectifs. Parce que finalement, les objectifs sont effectivement apprendre les aspects, entre parenthèses, techniques de l'entrepreneuriat, mais c'est également inculquer un mindset, une culture, et puis c'est également disposer des soft skills nécessaires pour pouvoir réussir au niveau entrepreneurial. C'est l'ensemble de ces objectifs qui doivent être intégrés. Et donc, pour servir ces objectifs, moi je dirais, il faut faire du design thinking pour l'enseignement. Il faut vraiment redéfinir le parcours et revoir quels sont les pain points aujourd'hui des étudiants pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'on peut faire avec. Tout à fait. Monsieur Véroni. Oui, je pense qu'on a aussi une autre dimension que je vois tous les jours dans la réalité. Dans le passé, on avait des universités de base économique, comme la mienne. Je travaille pour l'Université catholique, mais j'étais quelqu'un élevé de l'Université Bocconi à Milan. On avait le domaine économique, après on avait le domaine technique, et après on avait le domaine artistique. Bon, aujourd'hui, il faut trouver la manière de croiser toutes les expériences et les attitudes. Aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut être en même temps quelqu'un qui connaisse bien la partie économique, parce que si tu n'es pas capable d'organiser l'activité de l'entreprise, de cadrer le marché, de définir un plan d'action, tu te casses la figure dans le mur. Mais de l'autre côté, tu as besoin aussi des skills techniques, parce qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à maîtriser l'innovation au niveau digital, la digitalisation de l'entreprise, la façon qui va beaucoup plus vite pour organiser les processus, qu'ils soient industriels, les processus commerciaux, etc., tu restes hors de la réalité. Et de l'autre côté, il nous faut aussi une vision, disons, humaniste, une vision artistique pour concevoir des idées. Au début, il y avait des économistes purs et durs, j'avais des ingénieurs purs et durs, j'avais des philosophes ou des designers qui étaient perdus dans la nuage. Aujourd'hui, il faut mettre ensemble, un entrepreneur doit incarner les trois compétences, parce que la réalité, il est devenu beaucoup plus complexe qu'avant. Alors, c'est pour ça que j'insiste, je suis d'accord sur le programme à l'université, de chaque cours d'université, mais surtout, à mon avis, c'est la possibilité de créer des liens, des groupes de travail, de partage, des entrepreneurs avec des managers, avec des étudiants. C'est ça qui donne la richesse de l'expérience différente. Tout à fait, tout à fait. C'est Mehdi, vous voulez rajouter quelque chose? Bon. Pas forcément en particulier, je pense que tout a été dit et je pense qu'on est tous alignés. Parfait, parfait. Donc voilà, je pense que il y a un participant qui parle des structures d'accompagnement d'entrepreneuriat permettant de créer de la valeur au Maroc. Je pense que ça pourrait être également l'une des missions de l'université aussi, de s'ouvrir sur son environnement et de créer, donc si vous voulez, un écosystème. C'est-à-dire l'université doit aller donc s'allier avec des incubateurs, des investisseurs, etc., pour pouvoir accompagner pleinement donc les lauréats. Également par rapport à ce que disait tout à l'heure Franco Véroni sur l'intégration et la transversalité des disciplines, effectivement, l'entrepreneuriat, comme je disais tout à l'heure, c'est le meilleur contexte dans lequel on peut intégrer, transverser les différentes disciplines et en même temps travailler sur la personnalité et travailler sur les soft skills. Je pense, pour tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui avec les soft skills, l'entrepreneuriat
ou le lead entrepreneuriat. Ça pourrait être le meilleur contexte, le meilleur locomotive pour innover et faire innover, rénover, réinventer l'université et les modes d'enseignement de l'entrepreneuriat dans nos universités. Je pense que là, on vient de boucler 1 heure. Donc, nos participants réagissent vraiment à notre webinaire. Donc, je pense qu'ils trouvent très intéressant ce webinaire et vos interventions. Je tiens peut-être à vous donner un dernier mot avant de clore. Le dernier mot donc à nos chers panélistes. Donc, je vais commencer toujours par notre invité outre-mer de l'Italie, Franco Veroni. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Je voulais seulement dire aux gens que là, je suis content de voir qu'on a quand même plus d'une vingtaine de personnes qui sont passionnées pour. C'est ce que je disais, c'est rêver, oser et créer. N'ayez pas peur de remettre en cause. Vous êtes jeune et c'est le bon moment d'essayer de faire les choses. C'est-à-dire, il faut les compétences, mais il faut aussi avoir un peu de courage et de s'entourer, surtout avec des gens, avec un esprit, surtout un esprit, pas des connaissances, mais un esprit ouvert et, disons, positif vers la réalité. Et vous verrez que vous avez arrivé à réussir. Merci de votre attention. Merci Franco. C'est Mehdi. Alors, moi, je ne vais pas être très lent, mais je veux juste dire qu'on a la chance d'être au Maroc, dans un pays où il y a un peuple de talents. On a des talents qui ont dans le sang, en fait, je dirais, de l'entrepreneuriat. Évidemment, il faut oser, il faut se détacher du modèle francophone et être plutôt dans le modèle anglophone où l'échec n'est pas une honte, mais une étape dans l'apprentissage. Et je côtoie justement ces jeunes depuis maintenant plus que 6 ans, quasiment tous les jours. Et je peux vous assurer qu'il y a une génération montante qui y croit, qui se bat. Et c'est de notre responsabilité commune de l'aider, de la guider, de l'accompagner pour réussir. Merci, Simedi. Merci beaucoup. C'est Mohsin. Alors, moi, sincèrement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire après tout ce qui a été dit, mais je dirais, peut-être juste il y a dans l'entrepreneuriat, c'est un acte de générosité. Avant que ce soit un acte technique, technologique ou un acte managérial. C'est un acte de générosité vis-à-vis de la société. C'est un acte de générosité vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de la communauté, parce qu'en créant une entreprise, on participe à créer et partager la richesse, à créer et partager la valeur. Et on a besoin de gens qui sont généreux, parce que c'est la générosité qui fait interagir l'univers. Il y a un dicton qui a été dit par Sidi Abou Abbas Sibti, moi je vais le dire en arabe malheureusement et je vais le traduire en français. Il dit l'univers réagit à la générosité. Et c'est en étant généreux qu'on peut faire avancer les choses, qu'on peut impacter et qu'on peut créer de la valeur. Merci, Simouhsin. Merci beaucoup. En plus, je tiens à rappeler qu'en plus, en plus d'être entrepreneur, vous êtes aussi poète. Ça, on ne le dit pas, mais vous faites aussi de la poésie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi des qualités aussi qui je dirais, boostent votre performance en tant qu'entrepreneur. Donc, les qualités humaines et l'énergie, la passion sont des catalyseurs et des boosters donc d'énergie et de performance. Ben, messieurs, chère audience, auditrices, auditeurs, Monsieur Véroni, merci beaucoup d'être avec nous, de nous avoir accompagnés. C'est Mehdi. Je vous remercie également pour votre générosité, et également c'est Mohsin pour votre générosité, et Véroni également. Cette générosité dont c'est Mohsin parlait à l'instant, donc je vous en remercie beaucoup. Je tiens à remercier aussi A4 Impact, notre partenaire, dans notre programme de MBA en entrepreneuriat et l'Université internationale de Casablanca. Merci beaucoup. Voilà, cet webinaire sera enregistré pour tous ceux qui veulent le recevoir.
Donc, j'espère vous revoir sur un prochain webinaire sur une autre thématique. Merci beaucoup encore une fois pour être parmi Merci. vous et à très bientôt. Merci beaucoup à Merci vous, beaucoup. à tous, et j'espère de vous revoir en personne en Casablanca. À très bientôt, j'espère bien, oui, bien sûr, bien sûr. Au À très revoir. bientôt. Vous serez- Au revoir, vous serez bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup.